Mesdames et messieurs, voici venu le moment de notre deuxième conférence de Carême. 3 conférences pour regarder 3 défis auxquels les chrétiens d'aujourd'hui sont confrontés. La semaine dernière, nous avons traité de la question de la sécularité, de la sécularisation de nos sociétés ou de leur laïcisation. La semaine prochaine, nous traiterons de la question difficile de la migration. Et cette semaine, c'est la question environnementale qui occupe notre après-midi. Vous savez que dès le moment où il a accédé au siège de Pierre, notre pape actuel, François, a écrit une encyclique qui a été considérée partout comme un texte extrêmement important et fort, qui s'appelle Laudato Si, qui a donc un petit peu moins de 10 ans. Ce texte essayait de réveiller les consciences chrétiennes, mais aussi les consciences de tous les hommes et femmes de bonne volonté, pour leur rappeler l'urgence de cette question. L'année dernière, estimant que ce texte n'avait pas été tellement suivi des faits et qu'on était encore loin de voir des résultats concrets et nécessaires, malgré toutes les rencontres qui ont lieu, le pape a récidivé en écrivant un texte plus petit qui s'appelle Laudate Deum sur le même sujet et en redisant son inquiétude sur ces questions. Ces 2 textes, donc, ce qu'on appelle une encyclique, c'est le premier, puis une exhortation apostolique, le second, s'inscrivent dans la ligne de ce qu'on appelle quelquefois l'enseignement social de l'Église catholique. Cette question, nous savons son importance, mais nous voyons bien aussi combien il est difficile d'œuvrer pour que les choses avancent dans le bon sens. C'est notamment, pas seulement et naturellement, mais c'est notamment le rôle des hommes et des femmes politiques d'essayer de faire changer les choses de ce point de vue. Nous avons la chance et la joie d'accueillir cet après-midi M. Philippe Lamberts. M. Lamberts est originaire de Bruxelles, ou plus précisément d'Anderlecht. Il est député européen, termine son mandat ici au mois de juin, et il siège dans le groupe écolo au Parlement européen. C'est quelqu'un qui n'a jamais fait mystère de son appartenance chrétienne. Il a donné là-dessus des interviews, notamment au Vif, et puis aussi à l'Appel. J'ai ici, en tout cas c'est ce que j'ai lu sur Internet, et c'est tout à fait exact. Internet dit toujours la vérité. Ça se discute. Mais... j'ai ici l'interview que vous avez donnée à l'Appel. J'en prends simplement 2 ou 3 extraits rapidement. Ma boussole, dites-vous, c'est l'article 1 de la Déclaration des droits de l'homme, l'affirmation de l'égale dignité et liberté de tous les êtres humains. De plus, l'avenir de notre planète a de l'importance parce que c'est la maison des êtres humains et il faut qu'elle reste viable. Nous voulons donc une société plus juste, plus durable, plus démocratique. Et l'Europe est pour moi une étape dans la construction à terme d'une démocratie mondiale. Le repli frileux derrière des barrières aussi hautes que possible ne va pas nous assurer la protection face aux enjeux du XXe siècle comme le réchauffement climatique. Et sur votre appartenance chrétienne, vous dites un peu plus loin dans l'interview « Je suis un chrétien en recherche qui essaie de trouver une source d'inspiration dans les paroles de l'Évangile, mais je ne suis pas membre d'une organisation particulière. Je considère d'ailleurs que l'Église au cours des siècles a souvent servi de justification morale au pouvoir des puissants, mais on ne fait pas de l'action politique sans conviction. » Alors, c'est à tous ces titres d'hommes politiques engagés, mais aussi de chrétiens, que nous vous avons invités pour entendre votre parole sur cette question difficile et importante. Merci d'être là. Merci Monsieur le Doyen, merci pour l'invitation. Je suis ravi d'être là dans notre belle cathédrale. J'espère que vous m'entendez bien, que l'écho n'est pas trop gênant. Que dirais-je? Je suis à un moment un peu particulier de ma carrière politique, puisqu'en effet mon engagement de député européen va s'achever au terme de mon 3e mandat. C'est ce que j'avais annoncé lorsque j'étais pour la première fois candidat aux élections européennes. J'avais dit que je voudrais faire 2 ou 3 mandats.
Je vous avoue qu'à peu près à mi-chemin du deuxième, je commençais à me dire que ramer à contre-courant, ça fatiguait, donc que je m'arrêterais peut-être bien là. Et puis finalement, j'ai eu tellement d'encouragement que j'ai été jusqu'au bout du troisième. Mais comme j'avais dit 2 ou 3, c'est pas 4. Et donc, ça va prendre fin d'ici quelques mois. Alors Laudato Si, c'est évidemment un moment très important de mon mandat politique. Il faut se resituer, le pape François vient au Parlement européen fin 2014, donc on est à 8 mois je crois de la publication de Laudato Si, et c'est la première fois que j'ai l'occasion de le rencontrer. Ce personnage est vraiment extraordinaire, il est petit, fluet, il a une voix qu'on entend à peine, mais une force de conviction incroyable, absolument incroyable. Il va donner un discours, je crois, de 45 minutes au Parlement européen, où il va traiter en fait des 3 sujets des conférences de carême de la cathédrale, et il va passer beaucoup de temps sur la question asile et migration, où il dénoncera déjà à l'époque le fait que la mer Méditerranée se transforme en cimetière, c'est le terme qu'il utilisera. Et puis il va consacrer un grand moment de son discours à la question de notre planète, de notre maison commune. Et on voit déjà poindre les lignes de force de Laudato Si qui sortira donc au premier semestre 2015. Ce texte est tout à fait étonnant. Alors je vous avoue que dans ma vie, je n'ai lu que 2 encycliques. La première, c'était Caritas in Veritate, une encyclique de Benoît XVI qu'on m'avait demandé de commenter parce qu'elle avait été publiée dans la foulée de la crise financière de 2007-2008. Et j'avais trouvé ce texte d'une tiédeur absolue et j'ai envie de dire presque à côté du sujet. Je m'interrogeais sur le fait qu'il était capable de parler de morale sexuelle dans une encyclique sur les questions économiques et sociales. Et donc je me disais qu'il n'y avait pas grand risque ou pas beaucoup de chance que ce texte soit entendu en dehors des murs étroits de l'Église catholique. Et là, lorsque Laudato Si sort, c'est tout autre chose. C'est tout autre chose. C'est un texte qui a eu un rayonnement assez incroyable. Alors je préside le groupe des Verts au Parlement européen et je n'oublierai jamais une remarque que me fait un de mes collègues qui fut président des Verts allemands et qui a commencé sa carrière politique dans le maoïsme, dont vous situez à peu près l'orientation. Et il me parle de Laudato Si en disant « mais ce texte est révolutionnaire, c'est incroyable, tout le monde devrait lire ce texte, c'est formidable ce qui est écrit ». Et donc quand un ancien maoïste se réjouit d'une publication du pape de l'Église catholique, je me dis que là, peut-être que le but a été atteint. En tout cas, ce texte a parlé au-delà des frontières habituelles. Alors, j'avais été frappé quand le pape est venu au Parlement, qu'à peu près surtout, chaque fois qu'il était applaudi, les applaudissements commençaient à ma droite, c'est-à-dire à gauche de l'hémicycle. Et ils se terminaient par les chrétiens démocrates, qui se sentaient peut-être à un moment obligés d'applaudir quand même, tellement en fait ce pape remet en cause une série de présupposés et est capable justement de faire ce à quoi je voulais faire allusion dans cette interview, de sortir en fait du rôle de l'Église catholique comme, je dirais, pilier de justification du pouvoir des puissants. J'ai pendant 2 étés, je pense, fait un atelier sur Laudato Si à Thésée avec frère John, donc qui est un frère de la communauté de Thésée. Et il me disait en fait, François est probablement le premier pape post-constantinien. Donc l'époque de l'empereur Constantin, c'est l'époque où la chrétienté devient la religion officielle de l'Empire romain. Et donc c'est de là que date le mariage du sabre et du goupillon. Et pour frère John, en fait, François est le premier pape qui quitte cette alliance et qui n'hésite pas à dire leur fait aux puissants. Et Laudato Si est probablement le texte qui dénonce
de la manière la plus tranchée et la plus claire les errements du système dans lequel nous vivons. Donc, première chose, on présente ce texte comme une encyclique sur l'écologie. Donc c'est un texte qui parle de notre maison commune, mais en réalité, d'emblée, quand vous lisez le texte, c'est un texte qui fait le lien entre la question environnementale et la question sociale. Autrement dit, la destruction de la planète s'accompagne de la destruction du vivant et de l'être humain, comme être, si vous voulez, comme fils et filles de Dieu. Et donc, on peut pas séparer la question de la crise écologique et de la crise de la planète. Il le dit à plusieurs reprises que ceux qui souffrent le plus de la destruction environnementale, ce sont aussi ceux qui sont au bas de l'échelle de la répartition des richesses. Les deux vont de pair. Et lorsqu'il répondra dans les solutions, dans la partie solution du texte, il parlera d'écologie intégrale, c'est-à-dire une écologie qui ne se limite pas simplement à protéger l'environnement parce que l'environnement c'est beau. Non, mais l'environnement, la planète, notre maison commune, c'est notre maison, nous y vivons et elle ne prend sens que parce que les humains et le vivant l'habitent. Une première dénonciation vraiment extrêmement forte du système économique dans lequel nous vivons apparaît au paragraphe 95, je vais vous citer, mais on peut se demander ce que le commandement « tu ne tueras point » signifie lorsque 20% de la population mondiale consomme les ressources de telle manière qu'ils volent aux nations pauvres et aux futures générations ce dont elles ont besoin pour vivre. Autrement dit, il met le doigt sur le fait que ce qui est au cœur de la destruction de la planète, et il va le dire à longueur de paragraphe dans le texte, c'est notre système économique qu'il bâtit, enfin ça va au-delà du système économique, mais une conception en fait de l'humain et de l'économie qu'il appelle le paradigme technocratique. Mais donc il n'hésite pas à dire que notre système est en fait un système meurtrier, pas au sens figuratif du terme, au sens premier du terme. Et donc ce paradigme technocratique, c'est sa manière d'appeler la doctrine qui réduit l'être humain à l'homo economicus. Autrement dit, dans la théorie économique enseignée dans toutes les facultés de sciences éco, dans les écoles de commerce, dans les écoles de journalisme quand on donne un cours d'économie, dans les écoles d'ingénieurs quand on donne un cours d'économie, réduit l'être humain à l'homo economicus. Autrement dit, nous ne serions ontologiquement que des êtres mus par leur volonté de maximiser ce que les économistes appellent notre fonction d'utilité, mais donc notre bonheur, notre plaisir, au détriment de toute autre considération. Les économistes s'en réjouissent, en tout cas les économistes néoclassiques s'en réjouissent pour dire que si tout le monde faisait ça, eh bien nous vivrions dans le meilleur des mondes possibles. Au contraire, le pape François dénonce ce paradigme qui réduit en fait l'être humain à un acteur économique et surtout à moi-je. Autrement dit, n'existe que pour moi-même, et l'autre n'est qu'un moyen d'arriver à mes fins. Donc l'autre est vu comme un instrument. Et donc il le dit, je cite ici le paragraphe 109, mais l'économie assume tout le développement technologique en fonction du profit, sans prêter attention à d'éventuelles conséquences négatives pour l'être humain. La finance étouffe l'économie réelle et on croit évidemment que la technologie va tout résoudre. Et il dénonce à plusieurs reprises dans le texte, ça aussi c'est tout sauf tiède, l'illusion de la croissance infinie. Et donc il dit lui-même que le mythe, que l'idée d'une croissance infinie repose sur le mensonge de la disponibilité infinie des biens de la planète. Et de nouveau, vous allez dire, ouais, il enfonce des portes ouvertes. En fait, non, il n'enfonce pas des portes ouvertes parce que, même si, parmi les écologistes, évidemment, c'est quelque chose qu'on a intégré depuis longtemps, on continue, et quand je dis on, je veux dire les tenants de la pensée du paradigme technocratique dénoncé par François, continuent à nourrir cette illusion que grâce à la technologie,
la croissance peut être infinie. Autrement dit, on ne doit pas faire attention aux limites planétaires parce qu'on pourra s'affranchir des limites planétaires par la technologie. Et donc, il va dénoncer au fil du texte vraiment ce paradigme technocratique, mais quand vous le lisez, c'est vraiment la doctrine économique qui préside à la décision à la fois des acteurs privés, mais aussi d'une bonne partie des acteurs politiques qui sont quelque part prisonniers de cette manière de penser. Et donc il dénonce le fait notamment que par là, l'être humain se met lui-même au centre et il finit par donner la priorité absolue à ses intérêts de circonstance, et tout le reste devient relatif. Autrement dit, vous allez dire de nouveau, rien de nouveau sous le soleil de la part des chrétiens, mais cette idée que l'être humain serait la mesure de toute chose. Et même pas l'être humain comme être social. L'individu seul devient la mesure de toute chose. Et donc, il le dit, quand on propose une vision de la nature uniquement comme objet de profit et d'intérêt, ça a de sérieuses conséquences sur la société. La vision qui consolide l'arbitraire du plus fort a favorisé d'immenses inégalités, injustices et violences, et donc le terme reviendra plusieurs fois dans le texte, donc c'est vraiment pas un texte soft, pour la plus grande partie de l'humanité, donc violence pour la plus grande partie de l'humanité, parce que les ressources finirent par appartenir au premier qui les trouve, ou à celui qui a le plus de pouvoir. Le gagnant emporte tout. L'idéal d'harmonie, de justice et de fraternité et de paix que propose Jésus est aux antipodes, dit-il, d'un tel modèle. Et donc vous allez avoir cette dénonciation du système qui va prendre donc les premiers chapitres de l'encyclique, et il va dénoncer la collusion du pouvoir politique et du pouvoir économique en disant que finalement la politique et l'économie s'accusent mutuellement, en disant si on a des problèmes de pauvreté, de dégradation de l'environnement, les acteurs économiques vont dire c'est à cause des politiques, les politiques vont dire c'est à cause des acteurs économiques, mais en fait la réalité c'est que préserver l'environnement et protéger les plus faibles, c'est ce qui intéresse le moins les uns comme les autres. Alors il ne met pas tout le monde dans le même sac, mais la dénonciation est extrêmement pointue. Et donc en fait il n'y a pas de lecture de Laudato Si qui permette d'échapper à ça en fait. Si vous lisez vraiment le texte, c'est un texte qui ne peut que mettre mal à l'aise en tout cas les tenants du système. Et donc on est en 2015. Alors en 2015 on est évidemment des décennies après. Vous êtes pour la plupart assez âgés pour vous en rappeler le rapport du Club de Rome en 1972, qui annonce déjà, dont j'avais 9 ans, qui annonce déjà le fait que, à continuer comme ça, les êtres humains vont buter contre les limites de ce que la planète peut supporter. Alors, ce n'est pas le cas en 1972, mais ils annoncent ça pour les décennies à venir. Et quand le texte est écrit, on y est. Je vais dire, on voit bien, c'est la question du climat, la question de la biodiversité, la question de l'épuisement des ressources, la question de la pollution, et tout ça est dénoncé en détail dans le texte. On y est. C'est pas un truc, oui, les gars, il va falloir faire attention parce que sinon on va aller dans le mur. En fait, on est dans le mur. Il y a vraiment urgence. Il le dit, les limites maximales d'exploitation de la planète ont été dépassées. Elles vont être dépassées sans que nous ayons résolu le problème de la pauvreté. Des symptômes d'un point de rupture semblent s'observer, dit-il, à cause de la rapidité des changements et de la dégradation qui se manifestent tant dans les catastrophes naturelles régionales que dans les crises sociales ou même financières. De nouveau, il fait le lien entre les deux. Et donc, il appelle les chrétiens et tous les responsables. Le texte s'adresse vraiment à tous les responsables à prendre leurs responsabilités tellement il y a urgence. Donc, non seulement le diagnostic est limpide sur les raisons de la crise dans laquelle nous nous trouvons. Donc à la fois ce constat est limpide, le sens de l'urgence y est, et donc il y a un appel à prendre
ses responsabilités, et il le dit, si nous ne le faisons pas, donc il devient indispensable, dit-il, de créer un système normatif, tenez-vous bien, qui impose des limites infranchissables et assure la protection des écosystèmes avant que de nouvelles formes de pouvoir dérivées du paradigme technocratique ne finissent par raser non seulement la politique, mais aussi la liberté et la justice. Donc en fait, il se rend bien compte que si on ne change pas de paradigme, l'épuisement des ressources de la planète va faire qu'on va se retrouver dans un monde où les détenteurs du pouvoir économique et politique pourront encore s'accaparer les ressources dont ils ont besoin pour vivre, mais pour pouvoir le faire et garder leur pouvoir, ils devront en fait raser le système politique et démocratique pour arriver à leur fin et donc régner sur le reste de la planète par la force. Bon, quand vous lisez tout ça, évidemment, ça n'est pas très réjouissant, mais je crois que certainement comme chrétiens, notre devoir, si on veut changer le monde, et je pense que l'ambition de l'Évangile, c'est bien de changer nos sociétés, de changer le monde, mais il faut commencer par le regarder tel qu'il est. Il faut le regarder tel qu'il est, sans complaisance, parce qu'on ne peut agir que sur quelque chose qu'on comprend, qu'on connaît. Si on refuse de le voir, il n'y a aucune chance qu'on puisse le changer. Mais évidemment, comment est-ce que je dirais, on ne peut pas se contenter de dire que ça ne va pas. Et là, c'est toute la partie, je dirais, projet du texte. Et il y a un chemin qu'il nous propose au fil des pages que je trouve vraiment intéressant. La première chose, il nous dit, il faut sortir du déni. Donc, regardez le monde tel qu'il est. N'acceptez pas cette idée que ouais, mais la technologie va tout régler, ouais, mais enfin l'humanité s'en est toujours sortie, ouais, mais de toute façon, il n'y a pas d'alternative, hein, le fameux mot de Margaret Thatcher, il n'y a qu'une seule manière de faire. Et donc, c'est d'abord un appel à la lucidité qui nous est lancé. C'est la première étape, ce n'est pas la dernière, mais c'est la première. Deuxième, c'est oser quitter nos certitudes toutes faites. Donc ça fait partie de la lucidité, mais si on regarde le monde tel qu'il est, eh bien, ça nous appelle aussi à se dire que si on a toujours fait comme ça, peut-être que si on veut que ce soit différent, il faut faire différemment. Et donc, il nous demande, et je le cite là, il nous demande d'en finir aujourd'hui avec le mythe moderne du progrès matériel sans limite. Et donc, de nouveau, c'est quelque chose de difficile à entendre, surtout pour des Occidentaux, cette idée de limite. Les limites de la planète, les limites à l'accroissement perpétuel des richesses, les limites à la croissance de l'économie. Accepter finalement qu'il y a des limites à ma liberté, il y a des limites à ce que je peux faire, c'est quelque chose qui n'est pas vraiment inscrit certainement pas dans le paradigme technocratique, mais je dirais dans le rêve de la modernité occidentale. Parce qu'évidemment, vous connaissez l'expression, le ciel est la limite, alors ça devrait nous faire réfléchir, nous comme chrétiens, cette expression-là, mais cette idée en fait que on peut toujours plus vite, toujours plus fort, non. On doit quitter cette illusion-là et quitter une autre illusion qui est le tout au marché. C'est que le marché est tout puissant et que les simples mécanismes de marché vont permettre de tout résoudre. Il le dit, il faut éviter une conception magique du marché qui fait penser que les problèmes se résoudront tout seuls par l'accroissement des bénéfices des entreprises et des individus. Il dénonce là, avec ces mots, le mythe, je dirais le rêve dangereux de l'économie du ruissellement. Rendez les riches plus riches, tout le monde en profite et tout ira bien. Non, en fait, c'est pas comme ça. Donc il faut quitter ces illusions-là. Troisième étape dans ce cheminement de changement, c'est bien l'idée qu'il ne s'agit pas de changer le système à la marge par des améliorations technologiques, il s'agit bien de changer de paradigme. Autrement dit, l'ADN du système, il faut le changer. Et donc, ce qui met en regard du paradigme technocratique, de ce que moi j'appelle l'idéologie néolibérale et technicisante, ce qu'il propose, c'est l'écologie intégrale. Et donc il le dit, il n'y a pas deux crises séparées, une crise environnementale et une crise sociale, mais une seule et complexe crise socio-environnementale,
Les possibilités de solution requièrent une approche intégrale pour combattre la pauvreté, pour rendre la dignité aux exclus et simultanément pour protéger la nature. Il y a quelque chose d'ailleurs d'intuitivement assez clair quand on sait que les 10% les plus riches sur cette planète causent plus de 50% de la destruction environnementale. On se dit bien que c'est donc pas vraiment ceux qui sont en bas de l'échelle des revenus qui causent la plus grande destruction, et que donc si on veut retrouver un mode de vie qui nous permette d'habiter cette planète, il va probablement falloir plus de sobriété pour tout le monde. Et donc ce qui doit être au centre, ce n'est pas la poursuite du profit, mais c'est bien le bien commun. C'est-à-dire l'ensemble des conditions, je le cite là de nouveau, l'ensemble des conditions sociales qui permettent tant au groupe qu'à chacun des membres. Et de nouveau, vous avez là dans cette phrase quelque chose qu'on trouve partout, l'être humain est un être social, nous sommes un être de relation. Donc au concept individualiste, il va opposer certes les sociétés, les membres des sociétés, mais ces membres des sociétés font société. Et donc je termine la phrase, donc la notion de bien commun, c'est-à-dire l'ensemble des conditions sociales qui permettent tant au groupe qu'à chacun de leurs membres d'atteindre leur perfection d'une façon plus totale et plus aisée. Le bien commun suppose le respect de la personne humaine comme telle, avec des droits fondamentaux et inaliénables ordonnés à son développement intégral. Toute la société, et en elle d'une manière spéciale l'État, a l'obligation de défendre et de promouvoir le bien commun. J'allais dire de nouveau, vous savez, quand j'ai été élu au Parlement européen il y a 15 ans, c'est vraiment ce que je me suis dit quand je suis rentré la première fois dans l'hémicycle. C'était la veille de la première plénière, non, le jour même, je crois, c'était à 8h du matin, et je me disais, me voilà un des 736 représentants chargés de défendre le bien commun, des Européens en l'occurrence. Et vous allez dire, oui, c'est ça le rôle du politique. Sauf que je pense qu'il ne se trouvera pas grand monde ici pour nier le fait qu'on a parfois l'impression que la politique, c'est pas exactement ça. C'est pas la défense du bien commun, c'est plutôt la défense d'intérêts particuliers, voire extrêmement particuliers. Et donc il nous rappelle que la politique, c'est la défense et la promotion du bien commun. Alors, un élément aussi qui est intéressant lorsqu'il place des solutions de l'écologie intégrale, il essaye d'expliciter la relation entre l'humain et la création. Et vous savez qu'on a souvent reproché aux chrétiens d'être quelque part à l'origine de ce système d'exploitation de la planète, puisque si vous relisez la Genèse, alors il y a plusieurs récits de la création, mais en tout cas dans un de ces récits, on fait de l'humain le seigneur de la nature, autrement dit, c'est lui qui est placé tout au sommet de la création, mais il nous rappelle que la façon correcte d'interpréter le concept d'être humain comme seigneur de l'univers est plutôt celle de le considérer comme un administrateur responsable. Si l'être humain se déclare autonome par rapport à la réalité et se pose en dominateur, ce qui est une certaine lecture du texte de la Genèse, en fait la base même de son existence s'écroule. Ça valait la peine d'être rappelé, surtout venant du chef de l'Église catholique, de manière à mettre un terme à cette ambiguïté qui quelque part ferait de l'être humain quelque part l'égal de Dieu. Et il nous rappelle que, à la différence de l'homo economicus, l'être humain est capable de s'ouvrir à un tu, c'est-à-dire à l'autre, capable de connaître, d'aimer et de dialoguer. Et c'est là que se trouve la noblesse de l'être humain. Donc, ayant posé le constat, ayant opposé au constat le paradigme de l'écologie intégrale, alors il va passer beaucoup de temps à suggérer des manières de faire. Et ce que j'aime beaucoup aussi dans le texte, j'aime beaucoup le texte dans son ensemble, c'est que François insiste sur les deux aspects de l'action, c'est-à-dire l'aspect que moi j'appelle top-down, c'est-à-dire celle qui doit venir des détenteurs du pouvoir, en particulier du pouvoir politique, et puis celle qui doit venir des individus, bottom-up. Autrement dit, c'est à la fois
l'action d'en bas et l'action d'en haut qui doivent être menées. Donc ils n'opposent pas l'un à l'autre. Et je pense que c'est une opposition complètement stérile. Ceux qui disent, ouais, de toute façon, il n'y a plus rien à attendre du politique et donc il n'y a que l'action citoyenne qui va sauver le truc, ben non, ça ne va pas marcher parce que les paramètres principaux de notre système économique, ils sont décidés dans les structures politiques. Là où il y a la démocratie, c'est dans les structures gouvernementales, parlementaires. Là où c'est des dictatures, c'est les autocrates qui décident. Mais en tout cas, la manière dont notre système fonctionne, c'est pas bottom-up, c'est top-down. Autrement dit, on se fixe des règles, qu'elles soient des règles de marché, des règles fiscales, on établit la sécurité sociale et des choses pareilles. Et là-dessus, c'est la responsabilité des politiques. Et là-dessus, il n'est évidemment pas ambigu du tout sur les responsabilités des politiques. Donc c'est un appel extrêmement concret. Alors je ne vais pas rentrer dans les détails parce que là, il va répéter beaucoup de choses qui sont déjà dans le débat public aujourd'hui. Il va parler de rendre nos villes soutenables, alors de nouveau, ça peut sembler étrange, mais sur le fait de donner à chacune et à chacun un travail décent. Vous allez dire, mais qu'est-ce que ça a à voir avec la crise de notre maison commune? Précisément, si nous voulons habiter cette maison ensemble, il faut que chacun y retrouve sa dignité. Et la dignité passe aussi par le travail, et un travail digne évidemment. Plusieurs chapitres paragraphes sur les objectifs visant à reprendre le contrôle sur le changement climatique. Toute une partie également sur l'efficacité dans l'usage des ressources, dans l'usage de l'énergie. Donc il y a un catalogue assez complet. Et là, il dit on a besoin de politiques au vu large qui suivent une approche globale en intégrant dans un dialogue interdisciplinaire les divers aspects de la crise. Souvent, la politique elle-même, dit-il, est responsable de son propre discrédit à cause de la corruption et du manque de bonne politique publique. On ne saurait mieux dire. Pour les politiques, il rappelle que le message de l'Église, c'est, et ça c'est de très longue date dans la doctrine sociale de l'Église, c'est l'option préférentielle pour les pauvres. Autrement dit, ce qui doit guider l'action, c'est le sort des plus fragiles, des plus précarisés dans la société. Si on mène des politiques qui permettent à chacune et chacun, y compris ceux qui sont les plus précarisés, de retrouver une dignité, alors on est sûr qu'on est sur le bon chemin. Par contre, si on mène des politiques qui sont exclusivement orientées vers la satisfaction, je dirais, de ceux qui se trouvent au top de la répartition des revenus, on risque de faire du dégât par ailleurs. Et donc cette option préférentielle pour les autres qui est rappelée par le texte. Et donc il dit, dans les conditions actuelles de la société mondiale, où il y a tant d'inégalités et où sont toujours plus nombreuses les personnes marginalisées, privées de droits humains fondamentaux, le principe du bien commun devient immédiatement, comme conséquence logique et inéluctable, un appel à la solidarité et à une option préférentielle pour les plus pauvres. Alors toujours à destination des politiques, il va rappeler un certain nombre de principes directeurs. Première chose, c'est le principe de précaution. De nouveau, rien de neuf, ça date de la conférence de Rio en 1992. Il rappelle que lorsqu'il y a des risques de dommages irréversibles, le principe de précaution doit jouer. Autrement dit, mieux vaut s'abstenir plutôt que de prendre des initiatives qui auraient pour conséquence de créer des changements irréversibles qui affecteraient les générations actuelles et futures. Premier principe. Deuxième principe, rappeler que ce qui est premier, c'est la vie. En toute chose, la vie des êtres humains, mais la vie de tout le vivant. Et donc, les politiques sont appelées à se mettre au service spécialement de la vie humaine, mais pas seulement de la vie humaine, de la vie de tout le vivant. Et donc, il nous appelle à redéfinir le progrès. Un développement technologique et économique qui ne laisse pas un monde meilleur et une qualité de vie intégralement supérieure ne peut pas être appelé progrès. Mais donc, à côté de l'appel aux responsables politiques à mener des politiques qui défendent réellement le bien commun des générations actuelles et futures, il nous appelle aussi à un chemin personnel de changement. Et donc, je le cite à nouveau, la spiritualité chrétienne, dit-il, propose une autre manière de comprendre la qualité de vie. Elle encourage un style de vie prophétique et contemplatif, capable d'aider à apprécier profondément les choses sans être obsédé par la consommation.
La sobriété qui est vécue avec liberté et de manière consciente est libératrice. Ce n'est pas moins de vie, ce n'est pas une basse intensité de vie, mais tout le contraire. Car en réalité, ceux qui jouissent plus et vivent mieux chaque moment sont ceux qui cessent de picorer ici et là en cherchant toujours ce qu'ils n'ont pas et font l'expérience de ce qu'est valoriser chaque personne et chaque chose en apprenant à entrer en contact et en sachant jouir des choses les plus simples. Je ne pense pas qu'il y a moyen d'être plus explicite et plus simple que cela. Mais évidemment, ce chemin de sobriété individuelle, il appelle à devenir collectif. Parce que, comme il dit, il ne suffira pas que chacun s'amende pour dénouer une situation aussi complexe que celle qu'affronte le monde actuel. Et donc, de nouveau, dans cette idée d'action du bas vers les détenteurs du pouvoir, il nous appelle explicitement, notamment par un changement de style de vie, à exercer une pression saine, comme il dit, une pression saine sur ceux qui détiennent le pouvoir politique, économique et social. Et donc, fondamentalement, il nous rappelle, et c'est tout à la fin de l'encyclique, que ce qui doit nous guider, vous allez dire de nouveau, il enfonce des portes ouvertes pour les chrétiens, mais ce qui doit nous guider, c'est l'amour. L'amour fait de petits gestes d'attention mutuelle, mais qui est aussi civil et politique. Il se manifeste dans toutes les actions qui essayent de construire un monde meilleur. L'amour de la société et l'engagement pour le bien commun sont une forme excellente de charité qui non seulement concerne les relations entre les individus, mais aussi les macro-relations entre groupes sociaux, économiques et politiques. Et donc voilà le message qu'il envoie en 2015. Donc l'écolo que je suis se dit, c'est pas trop tôt, ses prédécesseurs auraient pu écrire ça 20 ans avant, mais c'est assez remarquable qu'il se trouve un pape de l'Église catholique, peut-être un pape non européen. Je crois que ça a joué fondamentalement un grand rôle chez lui pour envoyer ce message. Je dis ça parce qu'il y a une attention dans son texte à une forme de décentrement des Occidentaux. Autrement dit, il a vu d'abord, il a grandi en Argentine, il a vu que les cultures indigènes en Argentine se font écraser par ce paradigme technocratique. Et donc, il est extrêmement attentif à ça et peut-être que ça l'a aidé à sortir ce texte. Et puis, l'an dernier, donc 2023, on est 8 ans après Laudato Si, on sent bien que, d'une part, il sait que son pontificat ne sera pas éternel, sa santé étant ce qu'elle est, et il voit que les choses ne bougent toujours pas, en tout cas à la vitesse à laquelle elles devraient bouger. Et donc, il va compléter Laudato Si par l'exhortation Laudate Deum, qui est, si vous me passez l'expression, une forme de coup de pied au cul ou d'appel aux politiques en disant « mais qu'est-ce que vous foutez, quoi ? Qu'est-ce que vous foutez ? Ça n'avance pas, ça recule, et donc il y a intérêt à mettre le turbo, ce sont mes mots évidemment, si on veut encore y arriver. » Je terminerai peut-être cet exposé initial en posant la question qui, pour moi, est centrale, en tout cas pour ceux qui se réclament du Dieu de Jésus-Christ, c'est la question d'espérance. Vous avez sans doute, beaucoup d'entre vous, des enfants, des petits-enfants. Je suppose qu'il ne manque pas de vous interpeller sur la gravité de la situation dans laquelle le monde se trouve, parce qu'au changement climatique, je vous rappelle qu'en 2015, quand il a écrit ça, en tout cas quand ça a été publié, on avait le début de la guerre en Ukraine, mais c'était un bruit de fond, on n'avait pas un conflit armé comme on a pour l'instant à Gaza. On avait à l'époque déjà des conflits en Afrique, mais ce qui se passe au Soudan, en Éthiopie ou encore dans l'Afrique des Grands Lacs continue à susciter énormément d'inquiétudes. Et donc c'est vrai que nos enfants, nos petits-enfants peuvent nous dire d'abord qu'est-ce que vous nous laissez comme planète, et par ailleurs il y a le risque d'être découragé,
d'être tétanisé en fait par la gravité des défis auxquels on est confronté. L'éco-anxiété a fait son entrée au dictionnaire. Vous voyez dans tous ces jeunes qui ont marché pour le climat, à la fois une grande colère par rapport à ce qui se passe, mais aussi énormément d'anxiété par rapport au monde à venir. Et là, je dirais que notre responsabilité est la suivante. Non pas d'être indemne au découragement ou à l'anxiété par rapport au monde dans lequel nous vivons. Je crois que, comme je le disais tout à l'heure, si on veut le changer, il faut le regarder tel qu'il est. Et c'est vrai qu'il y a de quoi être très inquiet. Mais finalement, ce à quoi nous sommes appelés, c'est faire le pari de l'espérance. Et c'est un pari. C'est pas juste, ok, vous choisissez à gauche, c'est l'espérance, à droite, c'est la désespérance, c'est un pari. Justement, c'est bien pour ça qu'on l'appelle l'espérance. Si c'était une certitude, on ne devrait pas croire ou faire le pari de l'espérance. C'est un pari. C'est le pari que collectivement, donc même si ce monde me dépasse, m'écrase, moi comme individu, je fais le pari que collectivement, et à la grâce de Dieu, nous avons les ressources de créativité, d'initiative, de solidarité qui vont nous permettre de trouver le chemin d'une pérennité de la vie sur cette planète. Mais c'est un pari, c'est un acte de foi que nous sommes appelés à reposer tous les jours. Et l'espérance, ce n'est pas un truc qui se décrète, c'est un truc qui se reçoit et qui se donne. Moi, j'ai souvent dit, quand je rencontrais des jeunes pour le climat, ils me demandaient, mais c'est quoi qui vous fait espérer? C'est précisément, c'est de vous voir marcher, c'est de voir des responsables dans la société, qu'ils soient syndicaux, des chefs d'entreprise, des politiques, qui ne laissent pas tomber, qui se retroussent les manches et qui font quelque chose. Des professeurs, des infirmières, des gens qui se disent, bon, c'est dur, mais en tout cas, on ne va pas se laisser abattre. Et en fait, c'est ça qui, moi, raffermit mon espérance. Et je me dis que si d'autres sont signes d'espérance pour moi, je le suis peut-être pour eux aussi. Et en fait, c'est le seul chemin. C'est le seul chemin, mais je dirais en tout cas que nous, comme chrétiens, on a une responsabilité particulière d'être les témoins de cette espérance, d'être des signes vivants par notre vie de ce chemin de transformation. Et de nouveau, cet appel est au cœur même de Laudato Si et de Laudate Deum. Et je pense que ce texte n'a, quelque part malheureusement, pas pris une ride depuis qu'il a été publié, et nous sommes vraiment invités à nous en faire les échos dans notre vie quotidienne. Voilà, je vous remercie. On va peut-être s'arrêter là pour la partie initiale. On aura un temps de partage ensuite. Je vous remercie. Merci. On va récupérer un peu d'eau. Merci, Monsieur le député, pour cette approche extrêmement précise, pointue, chaleureuse aussi, d'un texte pontifical, d'une encyclique, dont vous avez dit toute la pertinence encore pour aujourd'hui. On peut, pendant quelques instants, formuler des questions par écrit, je pense qu'on va vous distribuer, si vous le souhaitez, des papiers qui vont vous permettre d'écrire l'une ou l'autre question. Alors, si comme l'affirment certains, l'écologie est une religion, un principe vital, une liturgie, une forme de panthéisme, c'est une question qui aurait remplacé une croyance en l'au-delà, la transcendance, comment se prétendre encore chrétien? Car le sacré se trouve dans les paysages, car le sacré se trouve dans les paysages, dans la vie de la terre et dans tous les êtres humains. L'écologie n'est pas une religion. L'écologie est une science, d'abord, et il ne faut pas confondre les deux. Et l'écologie politique est un courant politique auquel j'appartiens. Mais non, ça ne se substitue pas. Ça n'a pas pour vocation de, comment dirais-je, de donner une expression à notre vie spirituelle. Il faut vraiment, j'ai envie de dire, il faut rendre à Dieu ce qui est à Dieu et à César ce qui est à César. En tout cas, l'écologie politique est du domaine de la politique. Et l'écologie comme science doit éclairer nos consciences
Autrement dit, il doit nous permettre de comprendre le réel et de faire des choix. Mais il ne s'agit pas de remplacer l'un par l'autre. Comme chrétien, je ne vais pas dire que d'avoir fait partie pour 33 ans de la famille de l'écologie politique m'apporte une substitution ou une version plus moderne de ma foi. Ce que je vois, c'est des points de rencontre. Autrement dit, la préservation de notre maison commune, l'idée que nous faisons société, que les êtres humains ne sont pas juste des machines à accumuler, que nous, ça veut dire quelque chose et pas juste moi-je. Ça, c'est sûr que c'est quelque chose qui me vient sous forme d'inspiration par le message de l'Évangile et que j'essaie de porter comme responsable politique écologiste. Mais non, absolument pas. C'est pas une religion. Et d'ailleurs, vous le dites vous-même en mentionnant la question du pari de l'espérance, l'écologie politique, comment est-ce que je dirais, ou la science écologique n'apporte pas de réponse à ce pari. La science écologique va nous décrire le monde tel qu'il est, mais donc sans nous dire si on peut espérer ou pas. Et l'écologie politique va proposer des solutions, mais sans dire si on peut, sans vous donner de raison d'espérer. Elle va nous inviter à espérer, mais la source de l'espérance, ça ne sera pas un programme politique ou une analyse du réel en tout cas. J'espère que j'ai bien compris la question. Il y a 3 questions qui vont dans le même sens, alors je vous les lis. Le problème est toujours le même. Quelles pistes concrètes devons-nous suivre? La question des moyens concrets. Une autre qui va dans le même sens. Étant citoyenne, chrétienne, pratiquante et écolo, et oui, dans la vie quotidienne, il y a du concret, des pistes cyclables, des vélos en plus grand nombre, des commerces de producteurs, du zéro déchet. Il y a de quoi faire, mais en tant que député européen, qu'est-ce qui est facile? Qu'est-ce qui est facile? Alors un autre dit, dans le même sens encore, je suis un jeune, ça doit pouvoir se repérer, parce que je suis un jeune convaincu par ce chemin de sobriété. Comme vous l'avez bien mentionné, le problème est collectif, mais comment convaincre les autres? Ça c'est la question à 100 milliards d'euros, mais bon, par où commencer? Les pistes concrètes, il y en a une série qui ont été mentionnées. Donc, de nouveau, comme citoyen, comme consommateur, comme contribuable, comme être humain, nous avons chacune et chacun un certain nombre de possibilités visant à réduire en fait la part que nous prenons de notre maison commune. Ça, c'est du côté de la consommation. Et nous avons aussi des possibilités d'intervenir sur le monde dans lequel on vit, comme professionnels, comme parents, comme amis. Nous avons un rôle à jouer. Alors, je ne vais pas entrer dans tous les détails de ce qu'on peut faire pour réduire son empreinte écologique. Certaines choses ont été citées ici en termes de mode de consommation, de mode de déplacement, etc. Ceci étant, on se rend vite compte qu'on bute à des limites. Je vais prendre un exemple bien connu et qui a motivé notamment la révolte des Gilets jaunes en 2018. Lorsque, en travaillant, vous n'obtenez pas suffisamment de revenus que pour habiter les villes où se trouve le boulot, et donc vous n'avez d'autre choix qu'habiter un peu, beaucoup ou très loin des centres-villes, à des endroits qui ne sont pas desservis par les transports en commun. Vous n'avez pas d'alternative à la voiture. Et donc vous pourriez souhaiter ne pas être propriétaire d'une ou deux voitures dans votre ménage. En fait, c'est juste pas possible vu les paramètres du système, c'est-à-dire le fait que vous ne gagnez que autant, ce qui fait que vous ne pouvez pas habiter aux bons endroits, et donc vous êtes asservi à un mode de déplacement. Et donc là, on se trouve au niveau du changement systémique. Et donc vous posez la question, comment convaincre? C'est la question que moi je me pose toujours, évidemment. J'ai l'impression qu'on y arrive. Autrement dit, je pense que le constat que
nous touchons aux limites biophysiques de la planète, ce constat est de plus en plus partagé. Donc, le travail de conviction à ce niveau-là, il a été largement fait parce que, je reprends l'exemple des Gilets jaunes, ceux avec qui je dialoguais il y a de ça, donc maintenant 6 ans, la plupart d'entre eux étaient convaincus qu'il y avait des gros problèmes environnementaux. Ils disaient juste, on ne veut pas être de nouveau les dindons de la farce si on veut les résoudre. Mais donc, du côté du constat, on a bien avancé. Mais là où il faut convaincre, c'est sur les solutions. Et ça, c'est très compliqué. C'est très compliqué parce que ces solutions demandent des efforts. Et si vous avez le choix, et là je vais être un peu, politique, mais si vous avez le choix entre, et on va voter beaucoup au mois de juin, donc entre des gens qui vous disent, écoutez, la technologie va nous sauver, on peut continuer comme avant, autrement dit, confort. Et si d'autres vous disent, les gars, on est en train de toucher aux limites du système, il va falloir changer et donc il va falloir faire des efforts. Déjà, comme individu électeur, vous allez vous dire, ouais, si je dois choisir entre confort et effort, naturellement, je préférerais confort. Et je ne suis pas différent, hein. Je raconte souvent l'anecdote que quand j'ai été élu au Parlement européen, j'ai donc quitté le job que j'avais dans le privé et j'ai dû rendre les clés de ma voiture de société, que j'avais à l'époque depuis, je ne sais pas moi, depuis 15 ans. Donc la voiture de société, vous savez, en Belgique, c'est un salaire déguisé sur lequel on paye très peu de taxes, sur lequel on ne paye pas de cotisation sociale. Et comme vous avez une carte de carburant illimitée, c'est une incitation à rouler pour un oui, pour un non. Bref, c'est un scandale fiscal, c'est un scandale social, c'est un scandale environnemental. Je le sais, je suis écolo. Les écolos dénoncent ça depuis des années. Est-ce que vous croyez que j'étais content de rendre les clés de ma voiture de société ? Non. Parce que, comme tout le monde, j'aime bien mon confort. Donc, comment convaincre de l'effort ? Comment convaincre ? Donc, premier élément de la conviction, c'est la nécessité. C'est là, comme je dis, elle est de plus en plus reconnue. Le deuxième élément, c'est évidemment convaincre que les solutions qui sont proposées, donc les efforts qui sont demandés, répondent à la nécessité. Et ça, je me rappelle de discussions avec des Gilets jaunes toujours à l'époque. Ils disaient, ouais, mais enfin, bon, c'est bien joli de parler de la voiture diesel, mais franchement, quand vous voyez, parce qu'ils se renseignaient évidemment, quand on voit la pollution atmosphérique et CO2 causée par les avions et encore pire par les grands bateaux qui transportent les conteneurs de Chine en Europe, mais c'est équivalent à des millions et des millions de voitures. Alors franchement, pourquoi vous venez nous emmerder, nous les petites gens, emmerder les armateurs et les compagnies aériennes, etc. Autrement dit, on aime bien quand la solution commence chez le voisin. Mais donc, à cela, je répondais, oui, mais les gars, en termes de pollution atmosphérique, on ne peut pas nier que dans un pays où il y a 11 millions d'habitants et 7 millions de voitures, la pollution atmosphérique, elle est notamment causée par les voitures. Ça, il n'y a pas à sortir de là, quoi. Mais le troisième élément est en fait le plus crucial si on veut emporter la conviction, et c'est l'élément de la justice. Je suis prêt, comme être humain, à accepter des efforts si j'ai la certitude, ou en tout cas une certitude raisonnable, que mon voisin qui a les épaules 3 fois plus larges que moi fait un effort à minima 3 fois plus important que moi. Et ça, cette condition-là, elle est la plupart du temps pas remplie. Elle n'est pas remplie. Je rappelle que la révolte des Gilets jaunes est venue en France après la décision d'augmenter les taxes sur le gazole de roulage. Et cette décision est intervenue quelques mois, voire quelques semaines après l'abolition de l'impôt de solidarité sur la fortune. Donc vous imaginez, au même moment, c'est le en même temps de Macron, on réduit les taxes sur les riches et le commun des mortels, on augmente leurs taxes. C'est l'opposé de la justice. Et donc forcément, par rapport à une injustice pareille, vous explosez, vous êtes en colère. Et donc, la condition de l'acceptation de l'effort, c'est vraiment la nécessité, l'adéquation entre l'effort et la nécessité et la justice distributive dans ce qui est demandé à chacune et chacun. Ça, c'est absolument indispensable. Maintenant, quant à l'attitude pour convaincre,
Et là, je dirais que la famille politique dans laquelle je suis n'a pas toujours été exempte de cette posture qui consiste à dire c'est mal ce que vous faites, vous devez changer. Je dis, quand on pointe le doigt vers vous, ça ne vous donne pas envie de changer, vous avez juste envie d'envoyer un bras d'honneur et dire qui es-tu, toi, pour me dire tout ça. Et donc, le registre, c'est plutôt celui de l'autate aussi, nous devons changer. Si nous voulons survivre, nous devons changer. C'est pas vous devez changer, c'est nous devons changer. Moi compris. Et pour moi, c'est aussi compliqué. Et donc ça, c'est absolument indispensable si on veut convaincre. Alors, qu'est-ce qui est facile pour un député européen? Vous savez, je suis un être humain comme les autres, hein, donc il y a des choses qui sont faciles pour moi. Jusqu'à cette année-ci, j'étais jamais allé en vacances en avion. Maintenant, j'ai un fils qui a eu la bonne idée d'aller travailler au Québec, donc si je voulais le voir, on n'allait pas y aller en bateau, donc on est allé en avion. Mais donc pour moi, c'est pas difficile de ne pas aller en vacances en avion. Je dis, je ne vais pas me forcer pour ne pas faire ça. Pour d'autres, c'est plus difficile. Voilà, on a chacun les choses qui sont faciles et difficiles à faire, et la perfection n'est pas de ce monde. Je veux dire, la question, c'est est-ce qu'on se met en marche? Et pour certains, le sentier ici sera plus facile que le sentier là-bas, et pour d'autres, ce sera l'inverse. Et l'important, c'est qu'on marche tous sur ce sentier-là. Ce qui est le plus difficile pour un politique, c'est de convaincre, en effet. C'est de convaincre d'abord des citoyens que la vision de la société qu'on a et les solutions qu'on présente sont suffisamment dignes de confiance que pour mériter leur suffrage, et puis convaincre les collègues, puisqu'en politique, en démocratie, on ne décide jamais seul, c'est convaincre les collègues d'autres familles politiques qu'il faut avancer dans ce sens-là. Voilà, donc on a tous des parties faciles du chemin, des parties difficiles, mais je dirais maintenant, on rentre dans le dur. C'est très clair que une des raisons pour lesquelles la résistance aux mesures à prendre est de plus en plus importante, c'est qu'on rentre dans le dur. On commence à toucher à des choses qui sont considérées comme des acquis. Et oui, comme je dis, il faut se mettre en inconfort. Non, je ne vais pas aller vous raconter que la transition écologique et solidaire, c'est un truc facile à faire et que c'est que du bonheur. Le but, c'est le bonheur. Mais le chemin, ça requiert de se retrousser les manches et de bosser. Quand on bosse, oui, quand on court un marathon, à un moment, on a des douleurs, on a des crampes, on se demande si on y arrivera. Je ne suis pas un marathonien, je vous le dis tout de suite, je suis un marathonien psychologique, mais je ne suis pas un grand sportif. Mais le sprint, c'est un petit effort et c'est vite fini, mais on est dans un marathon. Et donc, oui, le marathon, il y a des moments où on se dit « Oh là là, on n'est pas encore à la moitié, il y a encore tout ça à faire. » Oui, c'est comme ça, mais nouveau, ce qui nous permet d'avancer, c'est de se sentir pas seul. C'est dire, c'est nous qui devons faire ce chemin, c'est pas moi tout seul, quoi. Oui, il y a une question un peu pointue, je pense, sur la question du renoncement au paradigme technocratique. Si l'on renonce au paradigme technocratique, quel rôle doit jouer l'innovation technologique? La technologie ne constitue-t-elle pas une des solutions à la question qui nous préoccupe? Conviendrait-il d'introduire dans le droit européen un respect du principe d'innovation qui viendrait en équilibre au principe de précaution? Alors je réponds tout de suite non à la dernière question. C'est une question que les lobbies nous présentent souvent, mais je vais y revenir, mais on ne parle pas de la même chose, on parle de choses d'ordre différentes. Donc ce que le pape François combat, c'est le paradigme technocratique. Donc le paradigme, c'est-à-dire un ordonnancement de la pensée axé sur la technocratie, pas sur la technologie. Autrement dit, le gouvernement par la logique technoscientifique, d'accord? Celle qui veut réduire l'être humain à en fait une machine. Et asservir en fait l'être humain et la vie à cette logique-là. Ça ne veut pas dire pour autant que la technologie n'a aucun rôle à jouer. Moi, je suis ingénieur civil de formation, je vois ce que la technologie peut apporter à l'être humain. Mon épouse a été opérée de la cataracte la semaine dernière. Quand on voit aujourd'hui les technologies qui sont utilisées pour ce genre d'opération et qui rendent ces opérations ultra simples à faire
Alors, il faut être précis, mais ce n'est pas un truc compliqué à faire. Quand on sait que quelque chose qui causait la cécité à un âge relativement précoce, en tout cas pour les générations d'aujourd'hui, a été éliminé grâce à la technologie, on ne va quand même pas se plaindre, non? C'est sûr, la technologie a un rôle à jouer. La question c'est, est-ce qu'on met la technologie au-dessus de tout? Et surtout, est-ce qu'on est dans une logique de, si technologiquement c'est possible, alors il faut le faire? Ben non, il y a des choses, et je vais prendre une chose évidente, mais grâce à la technologie, l'être humain a aujourd'hui la possibilité de s'éliminer lui-même, collectivement. Je veux dire, on a des armes de destruction massive qui permettent à l'humanité de s'éliminer. Ça ne vient pas parce que cette possibilité existe qu'il faut la pratiquer, d'accord? Et donc, il y a des technologies qui sont intrinsèquement trop dangereuses pour qu'elles soient utilisées, et d'autres qui peuvent être utiles. Il y en a qui sont utiles à un certain degré et dangereuses au-delà de cela. Et donc, ce qui doit primer, c'est le discernement. Le discernement avec comme boussole la vie digne pour toutes et tous. C'est ça qui doit primer. Et c'est sûr que dans certains cas, la technologie va nous aider, dans d'autres pas. Et puis il faut se rendre compte aussi que, et ça c'est une des grandes découvertes qu'on a faites, c'est que bien souvent, lorsque une innovation technologique permet plus d'efficacité, elle se traduit par une augmentation de l'usage de la ressource. Autrement dit, si on peut faire plus de kilomètres avec 10 litres de carburant, on va faire plus de kilomètres, on ne va pas consommer moins de carburant. D'accord? Et donc à un moment, il faut accepter des limites. Et la technologie, pour la technologie, et la technologie sans guide et sans limite, elle peut s'avérer toxique. Le principe de précaution est un principe dont la boussole est de préserver la vie. Le principe d'innovation, comme les lobbyistes voudraient qu'on l'écrive, a pour but de préserver les possibilités de profit. Désolé, mais à la vie, le profit, ce n'est pas la même chose. On ne parle pas de la même chose. Et donc, mettre l'un sur le même pied que l'autre, c'est se tromper de nouveau de boussole. C'est faire preuve de confusion et pas de discernement. Et donc, il n'y a pas, comment dirais-je, un principe d'innovation qu'il faudrait absolument respecter parce que sans innovation, on meurt. Ça n'est pas vrai. C'est juste pas vrai. Par contre, on peut faire des conneries en se jetant à corps perdu dans des innovations. Et donc, c'est pour ça que, pour éviter que ces conneries ne nuisent à la vie, eh bien, qu'on a mis dans les traités européens le principe de précaution qu'on ne respecte pas toujours. Je vais dire, quand vous voyez le nombre de produits innovants que la chimie a inventés et qu'on retrouve aujourd'hui dans toutes nos eaux de surface, dans nos terres, dans nos airs, très franchement, on peut dire qu'on n'a pas respecté le principe de précaution parce qu'une fois que ces produits chimiques sont dispersés dans la nature, vous ne pouvez pas les retirer de la nature. D'accord ? On a parlé de ces polluants éternels. Ben oui, ce sont des polluants et ils sont éternels, en tout cas à l'échelle d'une vie humaine. Si on avait pratiqué le principe de précaution, on ne les aurait jamais dispersés dans la nature comme ça. Alors on va dire, ah oui, mais sans ça, on n'aurait pas eu nos poêles Teflon. D'accord, c'est sûr que la poêle Teflon, ça colle moins quand on cuit quelque chose, c'est évident. Mais quel est le prix à payer de ça? Quel est le prix à payer de ça? Et après ça, alors, tout le monde s'insurge, on dit, comment c'est possible qu'on ait tous ces polluants dans la nature? Ah oui, mais quand il y avait des gens comme nous qui disaient, il faudrait principe de précaution, il faudrait être beaucoup plus strict dans l'autorisation des produits chimiques. Ah, vous voulez brider l'innovation? Les gars, on ne peut pas tout avoir. On ne peut pas tout avoir, c'est juste pas possible. Et c'est nouveau ce principe de réalité. Et c'est très difficile pour des Occidentaux de se dire qu'on ne peut pas tout avoir. Accepter ses limites, accepter qu'il y a des limites à notre vie, à nos libertés. Et en fait, pour moi, c'est quelque part accepter d'arriver à l'âge adulte. L'adulte, il sait, à la différence de l'enfant, que tout n'est pas possible, que tout est son contraire. Non, c'est pas possible, que les arbres ne grimpent pas jusqu'au ciel, non, qu'à un moment, il y a des limites. Et en fait, on peut très bien vivre à l'intérieur de ces limites. On peut avoir une très belle vie dans ces limites-là.
Ça, c'est arrivé à l'âge adulte. Mais le problème, c'est que beaucoup de décideurs sont encore au stade infantile. Ils voudraient croire que tout est possible. Alors, deux questions qui sont à peu près identiques sur les liens entre l'Europe et les pays non européens, dans l'hémisphère sud, si je comprends bien en particulier. Pensez-vous que le Parlement européen puisse prendre des décisions telles que les populations non européennes échappent au désespoir de leur situation? La question des responsabilités des pratiques en lien avec l'impact de la crise humanitaire en dehors de l'Union européenne sur les changements climatiques. Faut-il abandonner des États comme ceux du Sahel qui ont des juntes militaires au pouvoir? Ouais, question compliquée. Alors, première chose, est-ce que nous pouvons prendre au niveau européen des décisions qui redonnent de l'espoir dans ce qu'on a appelé le tiers-monde, le sud global, appelez-le comme vous voulez? Oui, c'est possible, mais ce sont des décisions extrêmement difficiles à prendre. Ça serait des décisions qui consistent à dire, par exemple, on va vous payer le juste prix de vos ressources, ou on va arrêter de vous exporter tous nos polluants, ou on va arrêter de passer avec vous des traités de libre-échange qui, quelque part, vous asservissent à nous, ou on va peut-être avoir plus de sobriété de manière à ce que vous ayez plus d'espace, vous, pour vous développer. Ce sont toutes des décisions extrêmement difficiles, et vous savez que l'altruisme n'est pas ce qui est le plus répandu en politique, donc c'est possible. C'est tout à fait possible, mais je veux dire, sur le plan technique, c'est possible, sur le plan institutionnel, c'est possible. Maintenant, sur le plan politique, ça, c'est une autre question. Quant à la question, faut-il abandonner des États? Non, mais c'est très compliqué. Comment est-ce que nous entrons en relation avec des États où ne règne pas l'état de droit, où le pouvoir bien souvent a été confisqué, alors là par une junte militaire, ailleurs par des intérêts économiques, là ailleurs encore par un parti politique? C'est compliqué, on ne peut pas, l'Europe n'est pas une île, elle n'a pas les moyens d'être une île, et elle le voudrait qu'elle ne le pourrait pas, donc on doit avoir des relations, mais c'est compliqué parce qu'on voudrait qu'il y ait un minimum de valeurs partagées. Là où l'Europe, me semble-t-il, a un sérieux problème de crédibilité, c'est que nous avons inscrit toute une série de valeurs, à commencer par celle de la dignité humaine au fronton des traités de l'Union européenne, c'est l'article 2, et donc la dignité est la première valeur listée dans ce traité, mais quand vous voyez comment l'Union européenne respecte ces valeurs ou les respecte de manière, enfin je dirais à géométrie variable, on a de plus en plus un problème de crédibilité en dehors de nos frontières. Donc, le recours, enfin des crimes de guerre commis par l'armée russe en Ukraine, c'est un scandale absolu. Des crimes de guerre commis par l'armée israélienne à Gaza, ça c'est pas un problème. Ou en tout cas c'est moins un problème. Où on est pour la dignité humaine, ouais mais enfin quand même pas pour ces types qui essayent de rentrer en Europe en louant en payant les services de passeurs. Ceux-là, ben non, désolé, s'ils crèvent en Méditerranée, c'est quand même pas de notre faute. Ben, il se fait que la dignité humaine, telle qu'inscrite dans les traités, c'est pas la dignité des citoyens de l'Union européenne, c'est la dignité de tous les humains. Et donc, si on considère que, oui, certains humains sont plus égaux que d'autres, on a un problème de crédibilité. Et ça, c'est une des raisons pour lesquelles, bon, vous avez cité les pays du Sahel qui ont été les uns après les autres l'objet de coups d'État militaires. On a vu une partie de la jeunesse dans la rue dénoncer la France, arborer le drapeau russe, mais honnêtement dit, on a un peu cherché, parce que c'est sûr qu'entre les valeurs qui sont prônées par les États de l'Union européenne en dehors de nos frontières et celles qui sont pratiquées, il n'y a pas toujours une identité parfaite, et je dirais qu'il y a parfois des contradictions assez flagrantes. Et donc ça crée une colère assez violente, parfois en tout cas au moins dans le langage, dans ces pays-là. Et donc on a un sérieux problème de crédibilité en dehors de nos frontières, et il ne faut pas le sous-estimer, parce que tout ça peut contribuer à l'isolement politique de l'Union européenne dans le reste du monde. Alors, tout n'est pas foutu, mais en tout cas, il faut faire très attention à ce que nous faisons et retrouver, me semble-t-il, un peu plus de cohérence entre les valeurs proclamées
et les valeurs pratiquées. Deux dernières questions qui viennent de la même personne. Comment financer la protection de l'environnement? Plus de taxes, moins de dépenses sociales, moins de dépenses militaires? La question de nouveau à 100 milliards d'euros. Non, en fait, à 260 milliards d'euros par an pour ce qui est des dépenses liées à la transition écologique. Nous faisons face en effet à une quantité importante d'investissements à faire. Il n'y a pas de miracle. Il y a une partie de ces dépenses qui incomberont au secteur privé, que ce soit les ménages ou les entreprises. Et ces dépenses-là, c'est aux entreprises et aux ménages de faire les choix qui leur permettent de les faire budgétairement parlant. Et certains ménages et certaines entreprises ont parfaitement les moyens d'investir dans la transition. D'autres pas. Je vais prendre la question de l'isolation des bâtiments ou de la transformation des systèmes de chauffage des bâtiments privés. Certains propriétaires ont les ressources pour faire face, d'autres ne les ont pas. Certaines entreprises ont eu toutes les ressources, je pense au secteur automobile qui aujourd'hui se plaint beaucoup. Moi je n'oublie pas qu'il n'y a pas si longtemps, sur quelques années, Volkswagen a distribué 15 milliards de profits à ses actionnaires. Ces 15 milliards auraient pu être investis dans la transition de Volkswagen. Après ça, se plaindre qu'on n'a pas les sous, évidemment, c'est un peu le fils prodigue qui revient, passez-moi l'expression, la queue entre les jambes chez papa pour dire j'ai tout jeté et maintenant j'aimerais bien que tu me donnes un coup de main. Et là, en politique, ça n'est pas exactement... je pense qu'en tout cas, les décideurs politiques ne devraient pas toujours se comporter comme le père du fils prodigue. Parfois, il y a un petit coup de pied au cul à donner, quoi. Mais bref, tout ça pour dire que dans le secteur privé, il y a des capacités d'investissement. Je vous rappelle quand même que l'Europe est un des continents les plus riches de la planète. On n'est justement pas des pays du Sahel. Donc il y a beaucoup de richesses chez nous. On a un problème de répartition de la richesse, ça c'est clair. Mais il y a alors toute une série d'investissements qui doivent être faits par le secteur public. Vous allez dire, mais quand on voit nos finances publiques, c'est juste pas possible. Alors, il y a des choses qui sont possibles, il y a des choses qui ne sont pas. Donc, première chose, si vous devez financer des choses comme pouvoir public, vous avez essentiellement 3 manières de faire. Soit de vous augmenter vos recettes, vous allez dire, les impôts. Les impôts, le prix du carbone, qui est une forme d'impôt à la consommation, oui, il y a une partie qui sera de l'impôt. Et de nouveau, certains ont la capacité de payer l'impôt. Et il se fait que ceux qui devraient être les plus gros contribuables se retrouvent bien souvent être des petits contribuables. Et ceux qui devraient être des petits contribuables se retrouvent souvent à être des gros contribuables. Donc il y a un problème majeur de justice fiscale dans nos États. Et ça, il y a eu énormément de travaux scientifiques faits là-dessus par Piketty, Saez, Zuckman, etc., qui montrent qu'il va falloir taxer ceux qui, jusque maintenant, sont passés au travers des mailles du filet, c'est-à-dire à la fois les gros détenteurs de capitaux et les grosses entreprises, les deux sont liés. Et il est d'ailleurs assez frappant de voir que toute une série d'économistes mainstream, typiquement en Belgique, un Bruno Coleman, en France, un Jean Pisani-Ferry, dit il va falloir taxer le capital. Si on ne taxe pas le capital, on ne va pas y arriver. Donc des recettes supplémentaires seront indispensables. Deuxième méthode, c'est de réallouer la dépense publique. Vous avez évoqué réduire les dépenses militaires, réduire les dépenses sociales. Alors là, il faut se poser la question, est-ce que nous pouvons, en tout cas, nous permettre de mettre en péril la cohésion sociale alors que de plus en plus de gens se retrouvent à passer à travers les mailles du filet, je veux dire, du maille du filet de protection sociale. Il y a des choix difficiles à faire, mais il y a des choix à faire. Donc moi, je ne vais pas vous dire il faut laisser intacte la partie dépenses des budgets publics en Europe. Je crois qu'il y a matière à examiner en tout cas la manière dont fonctionnent nos pouvoirs publics aujourd'hui. Typiquement, la complexité du système politique en lui-même, du système de décision publique. Vous savez qu'on a fait beaucoup de réformes de l'État en Belgique, mais qui se sont traduites par une augmentation du coût de l'État, du coût du fonctionnement de l'État.
Je vais dire un bête exemple. Lorsqu'en Europe on décide d'une directive sur la performance énergétique du bâtiment, à Strasbourg on a voté la semaine dernière la révision de cette directive. C'est une directive et donc c'est un texte législatif qui doit être, comme on dit, transposé dans le droit national. Autrement dit, c'est un texte où l'Europe peut prescrire des choses, mais la traduction pratique de cette prescription peut varier d'un État à l'autre. En Belgique, la performance énergétique du bâtiment est, depuis les réformes de l'État, une compétence régionalisée. Donc on a 3 transpositions de la directive sur la performance énergétique du bâtiment. 3 fois, ça veut dire qu'il faut faire 3 fois le boulot. Évidemment, on le fait 3 fois différemment pour justifier en fait l'existence. Imaginez que la région flamande, la région wallonne et la région bruxelloise transposeraient dans les mêmes termes la directive. On pourrait se poser la question, mais quelle est l'utilité d'avoir régionalisé cette compétence? Donc, comme il faut justifier l'existence de la région flamande, de la région wallonne, etc., évidemment qu'on va le faire différemment des autres. Alors, je ne dis pas, la régionalisation peut être une bonne chose dans certains domaines, mais je pense qu'on a été dans la complexification, qui fait d'ailleurs que, bien souvent, au coût des structures s'ajoute le coût de la non-décision. Autrement dit, la Belgique est devenue un État très largement ingouvernable, dans le sens où les jeux politiques entre les régions et l'État fédéral conduisent à l'immobilisme. Vous avez vu que ce gouvernement n'a pas été capable d'adopter une réforme fiscale, enfin ça c'est pas une matière régionalisée, mais sur la plupart des questions de droit européen, ce sont des questions en fait en Belgique de compétences partagées entre le fédéral et les régions, et la plupart du temps la Belgique s'abstient. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas d'accord, il n'y a pas d'accord entre le fédéral et les régions. Vous allez dire, quand le parti dominant d'une des régions veut faire la preuve que le fédéral ne sait pas fonctionner, évidemment qu'il va mettre du sel dans la soupe ou du sable dans les engrenages pour que ça ne marche pas. Mais tout ça a un coût. Tout ça a un coût pour la collectivité. Le fait qu'on a de plus en plus des lois, des règlements qui ne sont pas adaptés ou des prises de décision qui sont de plus en plus lentes, eh bien, tout ça n'aide pas. Même chose quand on multiplie les structures parastatales, je veux dire, vous avez des intercommunales en tout genre, et quand on dit qu'on les rationalise, en fait, on crée en plus de ces intercommunales des intercommunales chapeaux. Franchement, si vous voulez continuer à gaspiller l'argent, faites-le comme ça aussi. Et puis, il y a tout l'argent qu'on jette, notamment à faire des subsides pour les énergies fossiles. Aujourd'hui, le montant qu'on dépense chaque année aux subsides aux énergies fossiles, c'est 2 fois le montant qu'on devrait investir à la transition. Donc oui, il faudrait peut-être arrêter de subsidier un certain nombre de choses, mais il faut, me semble-t-il, préserver les fonctions vitales que sont l'enseignement, la santé, la sécurité, etc. Et là-dessus, il n'y a pas énormément d'économies qu'on peut faire. Alors, du côté des soins de santé, probablement, du côté pharmaceutique, il y a moyen de faire des économies. Il faut aussi voir dans quelle mesure, comment est-ce que je dirais moi, la manière dont la médecine se pratique en Belgique est, honnêtement dit, c'est un paradis. Moi, je n'ai pas envie d'être soigné au Canada, en France ou ailleurs. La Belgique a un système de santé extraordinaire. Il faut juste voir s'il n'y a pas moyen de le faire fonctionner en étant un peu plus rationnel sur le plan financier. Et puis, si les recettes supplémentaires et les réallocations de dépenses que vous faites ne sont pas suffisantes, il reste l'emprunt. Vous allez dire, l'emprunt, mais on est déjà surendetté. Est-ce qu'on est surendetté? En Europe, en moyenne, le taux, le ratio entre la dette publique et le PIB, qui est une manière de mesurer le degré d'endettement des États, est de 90%. Donc si l'Union européenne était un État, on serait à 90% de ratio de dette sur PIB. Aux États-Unis, c'est 126. Au Japon, c'est 263. D'accord? Aucun de ces 2 États-là n'est en faillite. Donc, on a de la marge pour l'endettement. Simplement, il faut s'assurer que cet endettement soit un endettement utile. Autrement dit, que cet endettement finance des investissements qui vont en fait faciliter la vie aux générations futures, qui certes hériteront de une partie de la charge du remboursement de la dette, mais ils vont hériter du capital aussi. Je veux dire, si la commune de Liège s'endette pour financer les transports en commun, en particulier le tram,
Alors aujourd'hui, ils sont dans les travaux, là-bas c'est casse-pied, mais en tout cas, dans 10 ans, les usagers du tram se diront c'est quand même bien pratique d'avoir ça. Ah ben oui, ben donc ça valait la peine de s'endetter pour avoir des équipements pareils. De même, si on améliore toutes les infrastructures de transport en commun, si on améliore l'offre de transport en commun, ben, clairement, c'est un capital qui, s'il est bien entretenu, ben, sera utile sur plusieurs générations. Donc voilà, il faut retrouver cette logique du temps long, et la logique du temps long se marie très naturellement avec celle de l'emprunt. Et je rappelle que la Belgique est un pays riche. Lorsque le ministre des Finances, l'autre jour, en septembre dernier, a voulu faire appel, comme du temps de mon père, à l'épargne publique en émettant un bon d'État, la Belgique a collecté 22 milliards en 15 jours. Donc, je veux dire, la richesse des Belges peut être mise au travail de manière utile. Pour autant, évidemment, que l'État se révèle un bon investisseur. Et là, il y a encore du travail à faire, ça c'est sûr. Aucune structure humaine n'est parfaite. Mais je vais prendre la question autrement, parce que quand on dit, oui, mais est-ce que vraiment on a les moyens de payer la transition écologique? Mais, enfin, imaginez qu'on ne la paye pas. Ben on est mort, hein? Enfin, je veux dire, l'humanité est partie. Donc la question ne se pose même pas. S'il y a un domaine où la réponse doit être coûte que coûte, c'est celui de la transition écologique. Et je cite souvent la décision qu'a dû prendre Winston Churchill en juillet 1940. Donc l'opération Dunkerque est terminée. Le continent, enfin pas tout le continent, l'offensive en Russie n'est pas encore lancée, mais les nazis contrôlent toute l'Europe de l'Ouest et du Sud. La décision c'est est-ce qu'on continue la guerre ou est-ce qu'on arrête? Si Winston Churchill avait dû avoir les raisonnements que tiennent les orthodoxes de la dette publique, ceux qui disent il faut respecter les règles budgétaires européennes, etc., qui sont un non-sens économique, Winston Churchill aurait dû dire je voudrais bien, mais je peux point, donc je dois faire la paix avec Hitler. Ça n'a pas du tout été le raisonnement. Le raisonnement a été c'est une question vitale pour le Royaume-Uni de poursuivre la lutte, et donc, coûte que coûte, nous allons la poursuivre. Le Royaume-Uni a fini de rembourser ses emprunts de guerre en 2008, juste au moment de la crise financière. Et donc, oui, ça se justifiait quelque part d'emprunter pour financer, en l'occurrence à l'époque, l'effort de guerre. Et donc, évidemment que ça se justifie d'emprunter pour financer la transition écologique et solidaire. Évidemment que ça justifie. C'est une question de vie ou de mort. Donc, évidemment, vous faites ce qui est nécessaire. Et en plus de ça, je vous répète, ça n'est pas pour les États de l'Union européenne que la question du financement est la plus difficile. Pour nous, elle est assez facile, très franchement. Il faut simplement avoir la volonté politique. Et je le répète, c'est entre l'impôt, les réallocations de dépenses et l'emprunt qu'on peut faire une équation qui tient la route. Dernière question. Elle est plus personnelle, mais c'est la même personne qui la pose que la question d'avant. Mais elle est plus personnelle, alors vous répondez si vous voulez ou non. Que ferez-vous après votre mandat? Bon, écoutez, qu'est-ce qu'on va dire? J'allais travailler dans une société pétrolière, ça vous dit? Non, personne ne me croirait, et à juste titre. Non, je ne sais pas encore. Je ne sais pas encore. Je dirais que la première moitié de ma carrière professionnelle, c'était dans le secteur privé. Je pourrais retourner dans le secteur privé, mais j'aurais en tout cas deux exigences, c'est que ce soit une entreprise engagée dans la transition. Ça ne veut pas dire forcément une entreprise qui est dans les technologies vertes, hein. Ça peut être une entreprise ancienne, mais qui a décidé de s'engager à fond dans la transformation de son modèle d'affaires, de sa manière de fonctionner, et couplé à ça, une entreprise dont la conduite n'est pas dictée par la bourse. Donc soit une entreprise non cotée, soit une entreprise dont le noyau d'actionnaires solide la rend indépendante dans ses décisions des flux du cours de l'action pour la partie qui est cotée en bourse. Ça, c'est une possibilité. Une autre possibilité, c'est d'aller enseigner. Une autre possibilité, c'est d'aller travailler dans un centre d'études. Une autre possibilité encore, c'est de continuer à jouer un rôle politique au niveau européen. Mais ça dépendra de beaucoup de facteurs.
notamment de ce que les Verts feront comme résultat électoral et de leur participation ou non au soutien de la prochaine Commission européenne. Si on veut faire un score qui nous permet de jouer un rôle dans la prochaine majorité européenne, alors peut-être qu'il y aura pour moi des choses à faire à ce niveau-là. Mais ce qui est certain, c'est que je ne ferai pas de politique au niveau belge, je n'en ferai pas au niveau fédéral, au niveau régional, au niveau communal. Chacun a son rayon. Le mien, c'est le rayon européen. Et si c'est plus la politique, c'est plus la politique. Je reste persuadé que la politique est quelque chose que l'on peut faire une partie de sa carrière, mais pas toute sa carrière. Donc j'ai déjà fait 22 ans ailleurs, donc de toute façon, je n'aurai jamais fait toute ma carrière en politique. Il me reste 5 ans de carrière professionnelle, j'ai 61 ans, et donc pour ce qui me concerne, ma carrière se termine à 66. Donc j'ai encore un chapitre à écrire, c'est 5 ans, je pense qu'il y a moyen de faire des choses intéressantes. Merci beaucoup, monsieur le député. Avec plaisir. Avec plaisir.